Premier sujet, eh bien, le Niger en marche puissante vers sa souveraineté. Oui, mes chers amis, je reviens de la terre africaine bénie du Niger. J'y étais à la tête d'une délégation de mon organisation, l'Institut de l'Afrique des Libertés. Cette délégation composée de votre serviteur comptait notamment 3 de nos intrépides avocats. Maître Ndjifutawo Woshawo Aboubekr, coordonnateur du collectif des avocats de l'Institut de l'Afrique des Libertés, fils du Cameroun comme moi, Maître Sylvain Senda, membre du collectif des avocats de l'Institut de l'Afrique des Libertés, fils de la terre africaine du Congo, Maître Alexis Iou, eh bien, membre du collectif d'avocats de l'Institut de l'Afrique des Libertés, fils intrépide du Togo. Nous nous sommes rendus au Niger, via l'Éthiopie, avec une longue escale à Addis Ababa, capitale de l'unité africaine. Nous nous sommes rendus dans 2 objectifs. D'une part, les avocats qui ont été mandatés par la famille de l'infortuné Mustapha Banga, assassiné le 21 septembre 2023 dans l'enceinte de l'ambassade de France à Niamey. Les avocats Maître Ndjifutawo Woshawo Aboubekr, Alexis Senda et Alexis Iou et Sylvain Senda, pardon, ont eu l'occasion de s'entretenir pendant de longues heures avec la famille de l'infortuné Mustapha Banga, son épouse, son frère et une sœur aînée de famille élargie, ont entretenu nos intrépides avocats sur les circonstances de l'assassinat de leurs familiers. L'occasion a été également de s'intéresser aux enquêtes judiciaires engagées, aux procédures judiciaires engagées par les autorités judiciaires nigériennes. Et je voudrais saluer ici les hautes instructions du président de la République et du gouvernement du Niger afin que, eh bien, les institutions judiciaires donnent aux avocats commis à la défense de la famille Banga toutes les facilités nécessaires à la défense du droit de cette victime. C'est ainsi notamment que sous les hautes instructions du procureur général du tribunal de Niamey, nos avocats ont travaillé sur le terrain, ont pu explorer dans les limites du droit, tout naturellement, la scène du crime. Ceci leur permet de pouvoir engager en toute connaissance de cause la défense des intérêts de Mustapha Banga, assassiné le 21 septembre 2023 à l'ambassade de France à Niamey, avec le maximum de preuves, avec le maximum de témoignages, avec le maximum de conviction et de pertinence. Cet objectif de notre délégation a pour but de faire que désormais les puissances étrangères reçoivent 5 sur 5 le message suivant: il ne sera plus possible d'assassiner impunément des Africains dans leur propre continent, en se prévalant du statut de grande puissance étrangère. L'engagement du collectif des avocats de l'Institut de l'Afrique des Libertés dans la défense de l'infortuné Mustapha Banga n'est que la préparation d'une série de procès qui vont être ouverts en faveur de toutes les Africaines et de tous les Africains assassinés sur tout le continent africain par des puissances étrangères. Tout ceci doit être jugé. Les magistrats africains et les avocats africains doivent faire leur travail. Les vies africaines comptent, selon le principe qu'énonce la langue sango quand elle dit zokwezo. L'homme vaut l'homme. La vie d'un homme vaut celle d'un homme. Zokwezo. C'est pour pratiquer ce zokwezo que l'Institut de l'Afrique des Libertés ouvre ses bras
aux familles de toutes les Africaines, tous les Africains assassinés par les puissances étrangères lors de leur passage à travers notre continent sacré et béni. Dans toute la mesure du possible, partout où notre institut pourra documenter des crimes de guerre, des assassinats par des puissances étrangères contre des Africaines et des Africains, nos avocats s'engagent à documenter et à engager partout, et sur le continent africain et hors du continent africain, c'est-à-dire en Europe, en Asie et en Amérique, les procédures judiciaires conséquentes. Because African lives matter. African lives matter. It will be no more possible for foreign powers to kill Africans in the African soil for nothing. The African Freedom Institute, through Mustafa Banga's trial, this wonderful person killed on the 21st of September 2023 in the French embassy in Niamey, Niger. Through that trial, we are opening the path for the defense of all Africans killed by foreign troops. And we are asking all families, civilians, and all African governments to make it easier today to defend African lives in African courts and in international courts. Yamdibisu, Institut Afrique de Liberté, Ndabe kunde Afrika pam iyele, Baba nol bon ba Afrika ba nol la banki bon yule. Din soman bo ho manye so. Din kena bo indab mamben i Afrika, indab mamben imin kong misi ngomi so. Enyulengira. Ibege sening ibon ba Afrika inkola. Oui. C'est de cela qu'il s'agit, défendre la dignité des Africains en toutes circonstances. Cet objectif pour lequel nous nous sommes donc rendus au Niger a été pleinement rempli. Et pour cela, je salue l'intrépidité, la disponibilité, la sollicitude. Je salue la vision, la clairvoyance des autorités nigériennes qui ont compris que la défense de la vie des citoyens africains assassinés par des puissances étrangères est une pièce maîtresse de l'éveil africain. Dans tous les pays où seront défendus des Africains que des troupes étrangères ont assassinés, va être réarmée la conscience de la dignité de la vie, l'amour de la vie, le respect de la vie des Africains envers les Africains eux-mêmes. Si nous ne pouvons pas défendre les vies africaines méprisées par les puissances étrangères, nous ne pourrons pas faire respecter les vies africaines par les Africains. Alors, il y a un certain un certain ou une certaine Mary Sarah Massina qui nous dérange sur quoi là? Sur Facebook. Mais dans ce cas-là, il faut nous donner. Répondez-lui pour que je vois. Répondez-lui pour que je vois, s'il vous plaît. Et je vais bloquer sans difficulté. Vous lui répondez, ah voilà, ok. Mary Sarah Massina. Mary Sada Massina. Nous allons bloquer Mary Sada Massina. Voilà. Au diable, Mary Sada Massina. Allez voir au diable vos vers, si nous y sommes. Nous nous foutons comme de l'an 40 de vos états d'âme. Voilà, normalement c'est fait. Normalement c'est fait. Hop. Normalement c'est fait. Et nous n'hésiterons pas à recommencer quand ça va être nécessaire.
nous n'hésiterons pas à nous arrêter pour bloquer ceux qui nous empêchent de nous exprimer librement. Bon, très bien. Alors, le deuxième objectif pour lequel nous nous sommes déplacés au Niger, c'était la présentation de notre ouvrage, L'impérial terrorisme, dans lequel sont rassemblées les preuves irréfutables de l'agression de l'OTAN et du Moyen-Orient allié à l'OTAN contre l'Afrique. Je voudrais saluer ici mes lectrices et lecteurs du Niger, qui se sont mobilisés comme un seul homme pour remplir la salle de l'espace Mahatma Gandhi, où s'est tenue la cérémonie solennelle de vernissage de ce livre. Je voudrais avant tout remercier les plus hautes autorités du Niger qui ont dépêché le ministre porte-parole du gouvernement du Niger et du CNSP, le colonel-major Amadou Abdourahmane Djibo, ministre de la Jeunesse, des Sports, de la Culture du Niger, pour parrainer personnellement notre cérémonie. À cette occasion, il a prononcé une allocution vibrante dont je vais diffuser la totalité du contenu dans les prochaines heures sur mes réseaux sociaux, afin que nul n'en ignore. Cet objectif a été pleinement atteint, tel que vous en avez vu la couverture médiatique dans la presse officielle et dans la presse privée du Niger. Cet objectif a été profondément atteint, puisque de 10h à 16h30, nous n'avons pas arrêté de signer des dédicaces. Les lectrices et les lecteurs de Niamey se sont tenus pendant 6 heures. De la cérémonie officielle d'ouverture et de vernissage de ce livre, parrainé par le ministre Amadou Abdourahmane Djibo, jusqu'à la signature de la dernière dédicace manuelle, il y a 6 heures de temps qui se sont écoulées sans même que je m'en rende compte. Le Niger prouve que l'Afrique n'a rien contre le livre, que les Africaines et les Africains n'ont rien contre le livre. Les Nigériennes et les Nigériens, que nous appelons les Nigériennes et les Nigérois, se sont massivement déplacés à la rencontre de leurs serviteurs. Une fois qu'ils avaient d'ailleurs identifié l'hôtel dans lequel votre serviteur résidait, les Nigériennes et les Nigérois n'ont pas hésité à m'y assaillir avec leur livre pour que je le dédicace. Mes journées ont été particulièrement laborieuses, car j'ai dédicacé des livres pratiquement de 7 heures du matin à 1 heure du matin. Mes frères et sœurs nigériens n'ont pas laissé passer une seule journée, une seule heure, sans me montrer leur affection. Depuis les plus hautes autorités de l'État jusqu'aux humbles des quartiers modestes de Niamey, j'ai reçu la reconnaissance et l'affection du peuple. Et cette reconnaissance et cette affection tournaient autour du livre dont on parle en Afrique depuis maintenant le mois de mars. Mais ce livre comporte 6 preuves monumentales que l'Afrique n'est pas agressée pour des raisons religieuses, comme on a voulu le faire croire à travers le concept de djihadisme, mais au contraire, l'Afrique est agressée par des mercenaires d'organisations terroristes créées par l'OTAN dans les années 80 et dans les années 2000 pour affaiblir structurellement l'Afrique afin de continuer à piller son or, son pétrole, son coltan, son manganèse, son uranium, piller son gaz, piller son lithium. La démonstration a été réitérée, comme avant à Bamako devant le grand peuple africain du Mali. La démonstration a été réitérée et approuvée par tous les esprits vigilants de la capitale du Niger. Nous avons déployé les 6 preuves monumentales de cette thèse. D'abord, l'identité entre les puissances négrières, les puissances coloniales et les puissances terroristes aujourd'hui, occidentales et moyen-orientales. Ce sont les mêmes. Nous avons montré que l'Afrique est confrontée à 600 ans de terreur organisée.
C'est la même terreur de ceux qui ont emporté 100 millions de Noirs en esclavage en Europe et en Amérique. C'est la même terreur de ceux qui ont organisé l'invasion coloniale de l'Afrique dans leur conclave criminel de Berlin en 1884-85. C'est la même terreur qui se cache derrière le néocolonialisme à travers la pseudo-décolonisation de l'Afrique francophone, la création de la mafia de la France-Afrique, le maintien de l'Afrique sous occupation militaire française, sous la monnaie escroque du franc CFA, sous les ingérences dans la désignation des dirigeants africains et la répression culturelle déguisée derrière les organisations de la francophonie. Ce système est le même qui terrorise les Africains depuis la traite négrière. Et c'est ce système-là, cette alliance occidentalo-moyenne-orientale, autour du noyau otanien. C'est ce système qui a créé Al-Qaïda et l'État islamique pour attaquer l'Afrique et obliger ses dirigeants à se soumettre aux conditions du FMI et de la Banque mondiale. Obliger ses dirigeants à accepter la suprématie du dollar, de l'euro, sur les monnaies africaines. Obliger les Africains à accepter des dirigeants qu'ils n'ont pas choisis. Obliger les Africains à se soumettre à des normes sociétales qu'ils n'ont pas librement choisies. Le livre démontre ce que les mails révélés de Mme Hillary Clinton balaient du revers de la main la soi-disant motivation démocratique et droit de l'homiste de l'attaque de la Libye par l'OTAN. Le livre montre que la conversation célèbre entre Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères de la Russie, et Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères de la France en 2013, prouve que la soi-disant lutte contre le terrorisme de l'armée française a été faite sur le fond d'une duplicité reconnue par Fabius, ministre des Affaires étrangères de la France en 2013, lorsque, à l'objection faite par Lavrov, mon cher Laurent, vous vous préparez à combattre maintenant au Mali les terroristes que vous avez armés en Libye, Laurent Fabius, au nom de la France, répondit « C'est la vie ». Oui, le livre prouve tranquillement, en analysant la grande confrontation entre le président Issoufou du Niger et le président Barack Hussein Obama des États-Unis d'Amérique en mai 2011 à Deauville, Mahamadou Issoufou souligne le fait qu'en détruisant la Libye, on va déstabiliser toute l'Afrique et supplie Obama de ne pas le faire. Obama, cyniquement et impitoyablement, répond à Issoufou, « We will finish the job ». J'ai eu le bonheur de rencontrer à Niamey, lors de la conférence dédicace, le brillant journaliste de Télé Sahel, par ailleurs conseiller spécial à la communication du président de la République du Niger, son Excellence le général d'armée, Abdourahmane Tiani. Abdoulaye Tiemoro m'a confirmé qu'il faisait partie de la délégation qui a assisté à la célèbre conversation entre Barack Hussein Obama et Mahamadou Issoufou le 27 mai 2011 à Deauville. Et il a confirmé intuitu personae que Obama a bel et bien dit qu'ils iraient jusqu'au bout. Malgré qu'Issoufou lui ait expliqué clairement que le bout en question, ça serait la déflagration, ça serait la déstabilisation africaine, Obama a maintenu qu'il irait jusqu'au bout. Et ce jour-là, tout le monde a compris qu'Obama avait décidé que l'Afrique soit déstabilisée pour que l'Amérique continue d'en dicter le prix des matières premières, le nom des dirigeants, les décisions aux Nations Unies et le destin planétaire. Oui, le journaliste Abdoulaye Tiemoro est là à Niamey et il était à Deauville, à 100 km d'ici, lorsque Obama assumait sa détermination à déstabiliser la Libye et l'Afrique pour instaurer l'ordo americana. La méthode de l'ordre par le chaos. La méthode du diviser pour mieux régner. Dans ce livre, on trouve également les preuves des déclarations du président français actuel Emmanuel Macron, s'adressant au journal
Le Figaro au mois de juin 2017 et reconnaissant la responsabilité française dans la déstabilisation de l'Afrique. Citation. Nous, Français, nous avons eu tort de faire la guerre contre la Libye, car il en a résulté partout des États sahéliens faillis et des groupes terroristes qui prospèrent. Fin de citation. Même Emmanuel Macron, qui par la suite s'est permis de traiter les Africains d'ingrats, avait commencé par reconnaître la responsabilité de la France dans la déstabilisation de l'Afrique. Il était même allé jusqu'à dire que la France avait envers la Libye une dette de sang pour avoir saccagé la Libye. Oui, dans ce livre, on trouve les célèbres recherches de France 24 reconnaissant que les principales sources de financement des terroristes du Sahel sont à trouver du côté, du paiement des rançons par les gouvernements successifs de la France. Oui, je cite dans ce livre un article de France 24 intitulé « La France, premier banquier des djihadistes au Sahel ». C'est pas moi qui ai écrit cet article. Et il est du 30 juillet 2014. Au moment où je concluais ce livre, il est important de rappeler que deux preuves monumentales s'ajoutèrent comme des clous du cercueil, de l'imposture. Première preuve monumentale qui s'ajoutait, Madame Tulsi Gabbard, nominée comme chef du renseignement général américain, affirmait qu'elle avait toutes les preuves que ce sont les États-Unis qui ont financé les organisations terroristes qui déstabilisent l'Afghanistan, l'Irak, la Libye, la Syrie et la Libye. Et qu'elle avait honte d'être officière supérieure des États-Unis, en sachant que les États-Unis ont financé les organisations terroristes qui ont tué les soldats américains et qui ont même tué plus de 4000 Américains le 11 septembre 2001 à New York. Cette déclaration a été entièrement reproduite dans notre livre, selon la méthodologie de l'art de manger du piment dans leur propre bouche. Alors ouvrit sa bouche dans la même foulée un certain Elon Musk, désormais chef de l'agence de la bonne gouvernance américaine. Quant à lui, il publiait les paiements directs de l'USAID aux organisations terroristes qui déstabilisent l'Afrique. Le Mali soulignait quelque temps après que 14 millions de dollars avaient été versés par le Trésor américain, soi-disant à une organisation promouvant l'intégration sociale au Mali, mais en fait l'État malien n'a jamais eu connaissance de cette organisation. C'est-à-dire en vérité que les 14 millions de dollars partis de l'USAID vers le Mali ont servi à financer les criminels d'Al-Qaïda et de l'État islamique qui assassinent notre peuple dans tout le Sahel, jusqu'au Cameroun, à travers Boko Haram, au Nigeria, au Tchad et consorts. Donc le livre est arrivé à point nommé. Il est arrivé au moment où la vérité éclate en plein midi, lorsque la vérité est au zénith. Le livre est arrivé comme le couronnement de la lumière. Et voilà pourquoi les Africains plébiscitent ce livre. Voilà pourquoi les Africains soutiennent ce livre. Voilà pourquoi les Africains se partagent ce livre. J'ai été très ému quand un père de famille a débarqué avec 4 de ses enfants en bas âge. 6 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. 4 de ses enfants. Il les a alignés tous. Il dit, allons saluer le professeur qui écrit des livres qui libèrent. Quand vous m'entendez ou me voyez écouter les conférences de ce monsieur, c'est parce que je souhaiterais qu'un jour vous soyez comme lui. Donc vous venez à la dédicace avec moi. Les enfants ont suivi la dédicace qui a duré plus de 6 heures. Aucun de ces enfants n'a poussé un cri d'impatience. Nous n'avons eu à gérer aucun pleur. Les enfants étaient scotchés par la démonstration et les interventions qu'ils ont vues dans la salle des banquets de l'espace Mahatma Gandhi de Niamey. Donc, le deuxième objectif était donc celui-là. Et ce fut une semaine épique, une semaine spirituellement pleine, une semaine fraternelle, chaleureuse. Le gouvernement, la présidence de la République, les plus hautes autorités du Niger
ont veillé à ce que circule la vérité dont ce livre est porteur, afin qu'elle devienne populaire, afin que le Nigérien, la Nigérienne soit en capacité de comprendre les enjeux de la déstabilisation que connaît le continent et par conséquent de prendre fait et cause pour la révolution africaine panafricaniste. Je tiens à saluer le président Tiani et tous les membres de son gouvernement pour la qualité de leur engagement. Je salue le ministre porte-parole du gouvernement, ministre de la jeunesse, ministre de la culture et des sports, le colonel-major Amadou Abdourahmane Djibo. Je lui ai rendu hommage lors de mon allocution à la salle des banquets de l'espace Mahatma Gandhi parce que c'est un homme qui est sincère, c'est un homme qui est efficace, c'est un homme qui est fraternel, c'est un homme qui est courageux et qui a une dimension sacrificielle et sacerdotale à l'image de son chef, le président Abdourahmane Tiani, qui a daigné nous prodiguer de profonds conseils et tendre son auguste oreille pour nous écouter, mes compagnons avocats et moi-même, de sujets dont je ne pourrais ni ne voudrais vous parler ici. Au total, qu'est-ce que j'ai vu au Niger? J'ai vu un pays qui se réorganise pour incarner dans sa vie quotidienne son aspiration à la souveraineté. J'ai vu un pays qui s'efforce de vivre de ses propres moyens, qui s'efforce de réaliser ses propres rêves. J'ai surtout été fortement touché par l'implication politique des femmes. Lors de la conférence dédicace, des femmes courageuses, intrépides, et égales en intelligence aux hommes, des femmes d'énergie, des femmes de vision, sont montées au pupitre pour parler. J'ai été également fortement touché par l'implication des jeunes, les étudiants des universités nigériennes qui sont venus et auxquels j'ai solennellement promis de désormais remplir chaque année une mission d'enseignement dans les universités du Niger, puisque les plus hautes autorités du Niger me l'ont également demandé. À compter de l'année académique prochaine, j'assurerai un enseignement dans les universités du Niger. Et c'est une demande forte qui est venue autant des autorités que des étudiants eux-mêmes. Rassemblés dans leur syndicat à Niamey, je leur ai offert 20 exemplaires de mon livre. À tous les représentants syndicaux, j'ai offert 20 exemplaires de mon livre. Le représentant de l'Institut de l'Afrique des Libertés à Niamey, mon ami et frère Haruna Gorel, journaliste propriétaire du quotidien Mutation, est la personne de référence disponible à Niamey. Pour celles et ceux qui n'ont pas pu trouver ou ne peuvent pas trouver leur exemplaire, de l'ouvrage à l'ONEP, je vous donnerai les coordonnées de mon ami Haruna Gorel, qui est chargé de la distribution de ce livre et qui vous permettra d'avoir votre exemplaire. J'ai été fortement ému par l'implication des femmes, l'implication des jeunes, en droite ligne de l'inspiration des autorités, pour les idées qui valent la peine d'être agitées. Les échanges de questions et réponses avec le public nigérien m'ont permis de savoir que la prise de conscience est forte. Les Nigériens en demandent plus. Les Nigériens ont repris confiance en eux-mêmes. Les Nigériens sont convaincus que leur pays sera développé, comme n'importe quel pays de l'Asie du Sud-Est ou n'importe quel pays occidental peut revendiquer le développement, que cela sera une réalité avant la fin de la plupart de leur vie. J'ai vu des Nigériennes et des Nigériens de toutes catégories sociales, mais qui ont confiance en l'avenir. Et c'est cela la souveraineté. Avoir confiance en l'avenir. Croire en notre propre capacité de faire notre histoire.
être en symbiose avec des dirigeants éclairés et courageux pour franchir les paliers, les leviers de l'ignorance, de la misère et de la violence imposée par les puissances démoniaques de l'intérieur comme de l'extérieur. Voilà ce que j'ai vécu. Quand vous vivez au cœur d'un peuple où la conscience historique prend de l'ampleur, quand vous vivez au contact de personnes qui comprennent l'importance des idées que vous agitez, vous recevez tellement d'amour, vous recevez tellement d'énergie que vous êtes en capacité de poursuivre en effet votre propre sacerdoce avec confiance. Je voudrais saluer les Nigérois et les Nigériennes que j'ai croisés sur mon chemin pour cette détermination, cette combativité, malgré toutes les épreuves et les difficultés qui persistent, et cette volonté de trouver des solutions, et cette confiance qui règne entre le peuple et les autorités, malgré les difficultés. Voilà, je voulais vous parler de cela. La première chose, abonnez-vous à cette page, cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.